La question qui était posée dans le module, c'était quelle finance voulons-nous? Est-ce que ce ne serait pas plutôt plus juste de dire comment imposer la finance que nous voulons? Certainement, en disant qu'il faut se poser les deux questions. Quand même se mettre d'accord sur quelle finance on veut et surtout, que fait-on pour que ça puisse être mis en œuvre. Et donc, en ce qui me concerne, je suis persuadé qu'il faut transférer en fait tout ce qui est banque et assurance, le transférer entièrement vers le secteur public. Donc avoir un monopole du public sur les activités bancaires et assurances, avec une exception, je dirais, mais qui est significative, c'est des petites banques coopératives de taille raisonnable, c'est-à-dire qui permettent aux coopérateurs de faire leur travail de coopérateur, par exemple comme la Nef, auraient leur place aussi. Mais le reste, à savoir tout le secteur privé, donc en France, BNP Paribas, Société Générale, BPCE, Crédit Agricole et toutes les autres, ce serait transféré, exproprié et transféré dans le cadre d'un service public. Ce qui implique donc là une mesure extrêmement forte, évidemment. Oui, là c'est carrément désarmer la finance. Ça, c'est carrément désarmer les capitalistes qui gèrent pour le profit immédiat et de manière extrêmement dangereuse pour la société les banques. Effectivement. C'est une position que vous défendez devant les institutions européennes et à l'ONU. Comment c'est reçu? Ah oui, ça va tout à fait à l'encontre des idées reçues dans les institutions, bien sûr. Mais je pense qu'il faut se replacer dans le contexte réel d'aujourd'hui, à savoir un monde qui est largement dominé par la logique des grandes banques. Il n'y a pas qu'elles, il y a évidemment de grandes entreprises industrielles, commerciales, de communication, mais tout ça est interconnecté et la finance joue un rôle très important et ne favorise absolument pas les activités humaines ou la lutte contre le changement climatique. Et donc si on veut faire à la fois remettre à sa place le rôle de la finance au service de la population et de l'intérêt général, et de la planète, je dirais, et trouver des solutions à la dette, bien comme, pour reprendre, paraphraser l'expression, la guerre c'est trop sérieux pour la confier à des généraux, bien la banque c'est trop sérieux pour la population, pour la laisser aux mains de capitalistes qui ont démontré qu'ils sont tout juste capables de s'en mettre plein les poches et de mettre en danger constamment, y compris les institutions qu'ils dirigent. À répétition, elles sont sauvées avec l'argent public. Et comment l'expliquer ça justement? Parce que voilà, je posais ce constat-là qu'il y avait eu des fausses volontés politiques de la réguler. On est 10 ans après la crise et il n'y a absolument rien qui a été fait. On est même à l'heure actuelle, pour certains économistes, à nouveau au bord d'un gouffre. On est effectivement de nouveau dans une situation qui pourrait déboucher sur une nouvelle crise bancaire, un nouvel effondrement des marchés financiers et des bourses. Quand ça va se passer, on ne le sait pas, mais le fait que ça va avoir lieu est certain, parce que toutes les données sont là en termes de bulles spéculatives qui se sont de nouveau développées très fortement au cours des dernières années. Y compris avec justement les fonds qui ont été alloués aux banques pour se renflouer. Ah ben bien sûr, ils ont été recyclés dans l'activité spéculative. Alors pourquoi est-ce que on ne touche pas réellement aux banques? Parce que les banques sont quelque part au gouvernement. Parce qu'il y a un va-et-vient continu de la banque aux institutions, aux grandes institutions et aux instances de direction des institutions, et y compris au gouvernement. Vous avez un président qui vient de la banque Rothschild, et quand il aura terminé son mandat, il retournera quelque part dans la finance, certainement. Mario Draghi est directeur de la Banque Centrale Européenne, il vient de Goldman Sachs. Le nombre de ministres qui sont passés par la finance ou en récompense de leurs bons et loyaux services à l'égard des banques se retrouveront dans un poste de direction de banque. Barroso, qui dirigeait la Commission européenne avant Juncker, est maintenant conseiller de Goldman Sachs. Oui, ça avait fait scandale d'ailleurs. Oui.
à l'époque. Et du coup, alors, pour en venir à du concret, quels seraient les meilleurs outils selon vous, selon SADTM et les autres participants, puisqu'il y avait également la NEF, Finansol ou encore le Secours catholique, enfin il y avait pas mal d'organisations qui participaient à ce module. Quels seraient les outils pour imposer justement cette finance que l'on veut et qui a été quand même analysée, enfin qui a été, il y a plein de propositions depuis plusieurs décennies qui ont été faites, on sait très bien où on veut aller, comme vous l'avez dit. L'idéal, ce serait effectivement de renationaliser les banques et le système assurantiel. Mais sur quels outils on peut s'appuyer? Est-ce que, par exemple, la judiciarisation, utiliser les cours nationales, européennes, voire internationales, est-ce que ça serait une solution pour... Non, je pense que la solution, c'est la mobilisation des consciences et la mobilisation dans les rues pour qu'une force politique ou une coalition de forces politiques arrivant au gouvernement prennent les bonnes décisions. Là, un gouvernement, je dirais, qui veut être au service de l'intérêt général, de la majorité de la population, qui arriverait et qui serait élu, une force politique qui serait élue et portée au gouvernement en France, peut décider d'exproprier les banques, de leur verser un euro symbolique et de transférer ça au domaine public. Évidemment, c'est en contradiction avec la logique qui prime dans l'Union européenne. Mais un gouvernement en France a la légitimité, s'il a le mandat populaire pour le faire, c'est-à-dire s'il a dit mettez-moi au gouvernement pour faire cela. Et donc ça, pour moi, l'enjeu d'en débattre aujourd'hui dans une université comme celle d'Attac, c'est de convaincre un maximum de citoyens que ça doit être une priorité et que par exemple... oui, ça signifie sortir de l'Europe. Telle qu'elle est conçue à l'heure actuelle, ça signifie pour le gouvernement sortir de l'Europe. En conflit avec les institutions européennes, très clairement. L'issue de ce conflit, est-ce que ça implique directement de sortir de l'Union européenne ou est-ce que le fait d'entrer dans ce conflit avec les institutions va provoquer une telle crise dans l'Union européenne qu'une négociation va s'instaurer? Là, on ne peut pas le prévoir. Si les mesures de rétorsion prises par les instances européennes, qui vont quand même y regarder à deux fois avant de prendre, parce qu'on ne s'en prend pas à la France comme on peut s'en prendre à la Grèce, vu la taille et la place dans l'Union européenne et dans la zone euro. Ça pourra peut-être venir, vous ne pensez pas, au vu de l'état des finances de la France? Bien sûr qu'on a de telles options dans le cadre de l'Union européenne, c'est-à-dire la majorité, l'orientation politique de la majorité des gouvernements et des institutions. De l'Allemagne, vous voulez dire? Pas simplement l'Allemagne. Il y a des petits pays comme la Finlande qui sont peuvent être aussi convaincus et agressifs. Leur gouvernement, en tout cas, je ne dis pas leur population nécessairement. Et j'espère que ça changera. Mais moi, si vous voulez, je suis réservé, je suis prudent essentiellement de désigner l'Allemagne. Parce que, quelque part, ça arrange très bien certains de tourner de désigner l'Allemagne comme telle, comme responsable de tout, alors qu'en France, vous avez des forces politiques et des puissances financières qui ça arrange très bien que Merkel ait l'orientation qu'elle a. Et quelque part, c'était un argument de François Hollande pour renoncer à appliquer son programme. C'est de dire c'est compliqué avec Merkel, j'ai essayé, je lui ai un peu parlé, je ne l'ai pas convaincu, et donc j'adopte On est assez fort pour ça européen en France, alors qu'il s'était fait élire pour ne pas pour rejeter ce traité européen ou obtenir un changement fondamental. Donc effectivement, il faut être prêt au conflit dans l'Union européenne. Mais mon message principal, c'est que une force politique qui arriverait au pouvoir en France en s'étant fait donner par un mandat par le peuple, évidemment, il ne faut pas prendre les gens de surprise. C'est-à-dire que ça doit être dans le programme du gouvernement, de dire si vous me mettez au gouvernement,
je m'engage à prendre des mesures extrêmement fortes, et les voici. Et voici comment ça se passera. Par exemple, quand je dis exproprier les grandes banques, je suis pour dire on garantit l'indemnisation totale des petits actionnaires, et les petits actionnaires, c'est jusqu'à 150 000 euros de détention d'actions. Qui est quand même une justice. Et là, je vous assure que le nombre de Français qui ont plus que 150 000 en actions, ça représente seulement quelques petits pourcents de la population française. C'est nettement en dessous de 10% de la population française. Ça doit tourner à du 2% ou du 3% de la population française. Donc, il faut dire très clairement, comme dans la proposition, qu'une série de mesures fortes, elles affectent essentiellement le 1% le plus riche, ou les 2-3% les plus riches dans un pays comme la France. Donc l'élément fondamental pour vous, c'est la mobilisation citoyenne qui portera un gouvernement qui justement défendra et imposera ces changements totaux d'orientation. Mais au-delà de ça, il y a quand même des outils, et vous en avez été un des promoteurs, les audits justement. Et les audits notamment, auditer, ça c'est dans la phase quelque part de préparation, c'est auditer les comptes des banques. Là, évidemment, des livres, des films, des vidéos, des conférences, mais des audits réalisés en bonne et due forme, c'est-à-dire passer au scanner les comptes des banques et démontrer des choses qui sont évidentes pour des gens qui ont un minimum de connaissances du monde bancaire. Et j'ai décrit beaucoup de choses dans ce livre qui s'intitule Bancocratie. Je montre, si vous voulez, que le rapport entre les activités bancaires et l'économie de la production est extrêmement ténu. La majorité des activités des banques, je dirais plus de 80% des transactions bancaires, et en volume, c'est sûrement de l'ordre de 90%, concernent de la spéculation financière et vont à l'encontre de l'intérêt général. Ce n'est pas que c'est inutile, c'est que ça a un effet létal, dévastateur dans plein d'aspects de la vie humaine. Alors je voudrais dire, quand je suis pour un service public de la banque et de l'assurance, pour moi, il faut imaginer ce que ça peut donner. C'est-à-dire ces grandes enseignes avec ces grands bâtiments de ces mastodontes bancaires, quelque part, c'est déconstruit, affecté à d'autres choses, parce que ce qu'il faut, c'est un service public bancaire qui soit présent dans tous les villages, dans des hameaux, dans les villes, évidemment, à proximité. Tout habitant doit pouvoir avoir un accès direct et personnalisé avec des employés du service public de la banque et de l'assurance, y confier son épargne et voir à quoi son épargne est affectée, par exemple à des projets locaux, à soutenir des activités communautaires de communication, de l'investissement évidemment dans l'amélioration de l'infrastructure de la municipalité, ou des projets beaucoup plus larges comme la sortie du nucléaire, financer la sortie du nucléaire, etc. L'épargnant doit pouvoir affecter en toute conscience l'utilisation de son épargne. Oui. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est le fonctionnement justement des banques coopératives. Et c'est le fonctionnement d'une banque coopérative. Mais on ne peut pas imaginer la nef entrer et réussir la concurrence avec BNP Paribas et BPCE si ceux-là sont toujours là. Donc si vous ne prenez pas la décision comme pouvoir public de dire je mets hors jeu ceux qui jouent avec l'argent de la population et l'argent du contribuable et de l'État, et je remets en place un service public, et on définit avec la société la mission de service public, et on dit ce qui est permis et ce qui n'est pas permis, de dire par exemple qu'avec l'épargne, on ne peut pas spéculer, on ne peut pas construire des produits financiers qui sont dangereux, des produits dérivés, des produits structurés. On ne peut pas faire du trading à haute fréquence. On ne peut pas avoir des transactions avec les paradis fiscaux. Ça, c'est dans les interdits.
Et puis, il y a ce qu'il faut favoriser. On favorise la banque, le service public de la banque doit favoriser la transition écologique, la lutte contre le changement climatique, doit permettre d'améliorer le logement social, doit permettre de passer du tout à l'automobile au transport collectif non polluant. Tout ça, c'est des choix de société qui doivent être présentés, dire ensuite la mission du service public de la banque et de l'assurance doit servir à cela. Et il faut absolument que ce soit géré de manière transparente. Donc, parce qu'on a des petites unités dans le service public, les citoyens peuvent être informés des comptes d'exploitation, peuvent contrôler ces comptes d'exploitation, les élus locaux, etc. aussi. Tandis que essayer aujourd'hui, comme citoyen lambda, de comprendre le bilan annuel de BNP Paribas ou de BPCE, ils sont construits pour que vous n'y compreniez rien. Mais il y a une chose qui est sûre dans ce que vous dites, finalement, c'est que la décision politique ne suffit pas par rapport à tous les enjeux de société que vous avez évoqués. C'est qu'il faut que justement le politique se réapproprie l'outil principal qui permettra de les mettre en application, c'est-à-dire la finance, l'argent. Oui, absolument. Tout à fait. Oui. Et donc pour finir, puisqu'on est limité dans le temps comme vous le savez, les perspectives pour vous à cette rentrée, puis pour les prochaines échéances de ce combat contre le néolibéralisme et l'influence mondiale, c'est quoi Nous, je suis investi dans des tas d'activités, mais on va sortir de cette université d'attaque et des mouvements sociaux et du CRID. Et nous avons dans 3 semaines, comme comité pour l'abolition des dettes illégitimes, nos rencontres d'été qui auront lieu à Namur en Belgique. Mais il y a tout un aspect international, c'est-à-dire qu'il y aura des invités d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie et de différents pays européens. Et on va reprendre un peu les thématiques qui sont traitées ici, en focalisant plus sur les questions de dette et d'audit des dettes, mais aussi des alternatives en matière de banque et de finances. Et comment l'essentiel de nos travaux, c'est comment les citoyens et les citoyennes peuvent intervenir activement. Donc une université ou une rencontre d'été, c'est pas simplement un lieu où on apprend des choses, on note des choses, mais c'est aussi une échéance d'action. On discute ensemble de comment on va remplir l'agenda de l'année qui vient. Et quelles actions au niveau local et au niveau international. Au niveau local, international. Donc ces rencontres, c'est les 7, 8 et 9 septembre à Namur. 7, 8 et 9 septembre à Namur. Et donc, si vous voulez trouver les informations, il faut aller sur notre site. C'est www.cadtm.org. Et là, vous avez le programme complet de... Et vous avez d'ailleurs aussi une lettre d'information. Oui, il y a un petit flyer. Le CADTM, c'est combien d'années maintenant ? Ça a été créé en 90, 8 ans avant Attaque. Bientôt 30 ans. Et par exemple, en Belgique, c'est le CADTM qui est fondateur de Attaque, puisqu'on était né avant. Par contre, le CADTM France est né un peu plus tard que la naissance d'Attaque. C'est un réseau mondial, on est présent dans 33 pays différents, dont une quinzaine de pays d'Afrique. Oui, parce qu'à la base, le travail avait commencé justement sur ce problème de dette africaine. Sur la question de la dette du tiers-monde, tout à fait. Et de la remontée de finances bien plus importante vers le nord que ce que nous... Voilà, les flux qui partent du sud et qui vont vers le nord, alors qu'on prétend que le nord est généreux à l'égard des populations du sud, ce qui se révèle être tout à fait Du coup, un gros travail de destruction de la novlangue néolibérale. Merci beaucoup à vous et c'était un plaisir. Bonne rencontre à Namur. Merci. Merci. Là, ce serait d'inviter